sommes maintenant donc dans la compréhension des chiffres, hein, avant de faire l'analyse. Alors, au niveau des chiffres, heu, 3 tableaux. Le premier, c'est, d'examiner le programme de stabilité de la France fait en 2023 qui a été, présenté par la France à Bruxelles et un plan, donc un programme qui a été, accepté. Alors, il nous permet de voir, jusqu'en 2027, les principaux indicateurs et de voir un petit peu la pertinence, de notre capacité et donc à maîtriser nos déficits. Alors, plusieurs éléments. D'abord, si on examine la croissance, hein, qui est l'élément, un des plus importants, donc la croissance qui est en volume, en valeur réelle. Bon, 2022 du 0,6, 2023, l'année qu'on vient de terminer, on avait prévu 1. Je crois que le chiffre définitif, ça sera 0,9. On est assez proche. En 2024, le gouvernement espère 1,6. Bon, est-ce que, bon, beaucoup sont sceptiques. Bon, je pense qu'on devrait ne pas être très loin, vous voyez? Mais on n'est pas sur, des taux de croissance qui soit extrêmement important. Donc si tout va bien, s'il y a pas, d'éléments de perturbation, géopolitique, dans le monde, je pense que ce programme, est crédible. Le deuxième indicateur, c'est l'indicateur de l'inflation. Alors, 2022, on avait 5,2 de croissance. L'année 2023, 4,9, ça c'est donc les chiffres, qui ont été, donnés et réalisés. Pour cette année, on prévoit du 0,6 de d'inflation, hein, oui, c'est on voit que l'inflation diminue et à la fin de l'année 2024, on devrait retrouver, donc un taux d'inflation de 2. Là, les estimations, les prévisions sont correctes, hein, donc on devrait retrouver, à peu près une tendance de 2. Alors 2026-2027, 1,75, bon pourquoi pas, mais disons qu'on est dans une trajectoire de 2. On est sur, des bonnes données. Alors, la dette publique, en pourcentage du PIB, est-ce qu'on va réussir, à la stabiliser et à la diminuer? Bon, je rappelle qu'en 2020, on était monté jusqu'à 115. Là, en 2023, 109,6. Là, elle baisse très peu, mais au moins, elle est déjà stabilisée, hein, ce qui est important. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire davantage? Oui, et non. Bon, oui, hein, il y a eu des économies, mais le gouvernement français a considéré qu'il y avait aussi une transition énergétique et dont l'arbitrage, on l'a fait que c'était aussi important. Bon, voilà le chiffre. Solde public, le déficit. Alors le solde public, c'est pas le solde, budgétaire, hein. Le solde public, c'est pas simplement, le budget de l'État, mais c'est aussi, le 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 solde des collectivités locales et surtout, voilà, en y ajoutant les organismes de sécurité sociale, hein. Donc c'est plus que l'État au sens strict. Alors, là, notre déficit solde public était important, hein. Voilà, donc suite à la crise Covid, en 2022, on était à moins virgule 4,7. En 2023, nous ne l'avons pas baissé, on est toujours à 4,9. En 2024, on reste à 4,4. Bon, on comprend que, on aurait pu faire, mais il y avait des investissements importants pour la transition énergétique, ce qui fait que, ça peut se comprendre. 2025, voilà, 3,7 et puis finalement, en 2027, on retombe à
en dessous des 3, hein, donc du 0,7, c'est-à-dire, les règles, que nous avons acceptées, quand on a, signé le traité de Maastricht. Voilà, que le les déficits, voilà, soient inférieurs à 3, déficit public inférieur à 3 du PIB, et puis la limite de l'endettement, ne pas dépasser 60. Ça, cette règle, elle doit être changée parce que c'est impossible. Alors, prélèvement obligatoire, on voit que les impôts, voilà, dans cette période, ne non, ne baissent pas. Voilà, bon, voilà, ou baissent très peu, et à la limite, concernant l'ensemble de nos déficits, c'est pas le moment, de trop baisser les impôts, parce que, on baissera les impôts quand on aura fait les économies. Voilà, et donc, n'aggravons pas encore les difficultés. Alors, le poids des dépenses publiques, là, on s'aperçoit que, on arrive un petit peu à le maîtriser, hein. On était monté, à 57,2 du PIB, voilà, en 2022, et puis là, on le baisse, on le baisse modérément. On va retrouver donc assez rapidement les chiffres que l'on avait avant la crise Covid. Alors, autre point, c'est le taux, des obligations assimilables du Trésor, que nous sommes dans les faits, c'est, d'examiner le tableau de financement de l'État, quelques éléments. Voilà, les documents viennent principalement, de renseignements que j'ai pu obtenir auprès de l'agence, France Trésor. Alors, première chose, si nous examinons les emprunts de l'État sur les marchés. En 2021, on a emprunté 260 milliards. En 2022, encore 260. En 2023, 270 milliards, et en 2024, on devrait atteindre le chiffre record d'emprunts, sur les marchés financiers, de 285 milliards d'euros. C'est considérable. Il faut que cette année, l'État français emprunte sur les marchés 285 milliards d'euros. C'est considérable. Alors, pourquoi, sommes-nous obligés, notamment cette année en 2024, d'emprunter le chiffre record de 285 milliards d'euros? La première raison, c'est parce que nous avons un déficit financier important. Quand on examine les recettes de l'État avec ses dépenses, nous verrons, il manque 144 milliards d'euros. C'est considérable. Alors, évidemment, 144 milliards, heu c'est un peu mieux que, que l'an dernier. Oui, voilà, il fallait, 164 milliards, et puis en 2021, encore 170 milliards. Il faut absolument que ce chiffre de 144 milliards, voilà, de déficit à financer, d'écart entre nos recettes et nos dépenses au niveau, de la puissance publique. Quand je dis, État, c'est l'État au sens strict, mais c'est aussi, en partie les organismes de sécurité sociale, hein, la sécurité sociale, hein, et puis, 3, éventuellement les collectivités locales, mais les collectivités locales, elles ont un régime spécifique, et donc c'est des sommes, plutôt faibles. Voilà, 144 milliards de déficit à financer. Et puis, on le voit, encore plus important, 160 milliards amortissement de la dette. C'est quoi l'amortissement de la dette? C'est des emprunts qui ont été faits les années passées, statistiquement à peu près il y a 8 ou 9 ans, hein, qui ont été empruntés, des emprunts qui arrivent à échéance, et ces emprunts, ces sommes qui ont été empruntées il y a 8, 9 ans,
qui arrivent à échéance, on le verra dans l'analyse, comment est-ce qu'on les rembourse? Eh bien, on emprunte à nouveau, hein. C'est par l'emprunt qu'on refinance, la dette, et on voit que ces chiffres sont importants. En 2021, on était à 117 milliards, en 2022, 140, et puis donc aujourd'hui, 160 amortissement de la dette. C'est considérable. Alors, il faut dire aussi que dans l'amortissement de la dette, je le préciserai, il y a une partie d'amortissement de la dette, des organismes de sécurité sociale qui est financé par la, CR, la contribution, de redistribution de la sécurité sociale, hein, donc la CRDS, et puis une partie, de cet amortissement, heureusement, c'est, l'amortissement de la dette covid de 5,7. Mais malgré tout, c'est une somme considérable, hein, et donc voilà pourquoi on est obligé d'emprunter autant, hein, en gros, c'est presque, la moitié, pour financer le déficit actuel, et puis la moitié pour rembourser, les dettes, ultérieures avant, hein, celles qui ont été, accumulées depuis 50 ans, hein, voilà, qui arrivent à échéance, voilà, et puis celles qui ont été empruntées il y a 9 ans, il y a 9 ans, quand, les dettes qui étaient arrivées vers, avant 2010, elles arrivaient à échéance. Comment on les a-t-on remboursées? Bon, on a remprunté, et puis en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait emprunté, dans les années, dans les années 1980, voilà, et donc la dette, elle roule. Voilà, hein, bon, et donc voilà ce chiffre important. Ne l'oublions jamais. Alors, autre point, dans l'analyse, voilà, c'est la charge de la dette de l'État. Nous l'avons vu, c'est, au budget de l'État, déficit budgétaire. Alors, je ne suis pas vraiment au cours, c'est autour de 52 milliards. Alors, il y a des conventions. Est-ce qu'on parle de l'État au sens strict, ou est-ce qu'on organise, est-ce qu'on intègre, voilà, bon, des organismes divers autour de l'État, mais voilà, hein, et puis ces chiffres-là, 52, il devra augmenter, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le tableau précédent, en 2025 et surtout en 2027. Taux moyen d'emprunt. Alors, c'est important. Alors, taux moyen des emprunts, heu, pour 2024. Alors, j'ai pas mis le chiffre parce que, ça dépend du marché, des marchés financiers, et donc on le constatera. Pour 2023, on a le chiffre, hein, c'est autour de 3, hein, donc les taux d'intérêt ont augmenté, et donc voilà, hein, emprunter coûte plus cher. En 2022, heu, les taux d'intérêt s'étaient mis à monter fortement, notamment avec, la géopolitique, la crise en Ukraine, on était, remonté à 1,4, et puis rappelez-vous, en 2021, on était proche de 0, et puis, en, 2020, rappelez-vous, les taux étaient négatifs, hein. Bon, et donc là, on pouvait emprunter, mais maintenant, emprunter va coûter, de plus en plus cher, hein. Alors, sur la longue période, je suis plutôt rassurant, mais malgré tout, on devrait se retrouver autour de 3-4. Heu, la moyenne entre 1998 et 2008, on était à 3,73, hein, donc on est un tout petit peu au-dessous, et puis, on avait vu notamment, dans le graphique, dans la vidéo, précédente sur l'évolution du marché financier, on avait vu, que l'excès d'épargne entre 2009 et 2019 avait fait que les taux d'intérêt avaient baissé, et donc le taux, d'intérêt était en moyenne de 0,7, hein, voilà. Donc ça, c'est une donnée importante, qu'il faut, connaître, parce que quand, on va examiner la question du remboursement, et surtout la question de la soutenabilité, c'est un élément important, dans la décision. Alors, autre point que j'ai donné dans ce schéma,
qui va nous être utile. Alors, bon, peut-être les dépenses de l'État, hein, donc la dépense de l'État, on est autour, de, 500 milliards, voilà, d'euros. Heu, En 2022, 513. En 2023, on arrive à baisser de 500. Donc effectivement, c'est en partie, des aides, sur, le remboursement sur l'énergie, sur l'essence, voilà, qu'on n'a pas prorogé, voilà, et donc ça nous permet de faire des économies. En 2024, voilà, on devrait, baisser encore de 9 milliards à 491. Et puis, il faudra qu'en 2025-2026, notamment le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous l'a annoncé, il faudra absolument faire des économies, voilà, et pour que, ce chiffre, diminue encore, de 10 à 20 milliards par an. Est-ce qu'on y arrivera? C'est difficile, mais c'est indispensable, hein. Rappelez-vous, est-ce qu'on veut tomber ou non dans le précipice, hein? Voilà, on sera au pied du mur, voilà, c'est nous qui choisissons notre destinée, hein. C'est pas les autres, c'est nous, qui savons ce que nous voulons faire, hein. Est-ce qu'on veut sombrer ou est-ce qu'on veut réussir? Voilà. Et puis, j'ai mis, à un chiffre important, l'évolution de la dépense publique. Important, par rapport à la trajectoire. Quand on verra la question de la soutenabilité, là, un peu encourageant, la dépense publique qui augmentait, en 2021 encore de plus 2,6. On a réussi, donc en 2022, en 2023 à la rendre négative parce qu'effectivement des aides qu'on avait accordées, on les a diminuées, donc c'est, plus facile, hein, de les supprimer, voilà, et donc ça fait des chiffres négatifs. En 2024, notre dépense publique augmente encore de 0,7. Bon, c'est encore, important, voilà, mais bon, on a un taux de croissance, d'à peu près 1. Ça va, mais il faudrait, hein, donc voilà, que ce chiffre, heu, soit proche de zéro. On ne peut plus guère se permettre d'augmenter, voilà, de faire en sorte que les dépenses publiques, augmentent parce que, bah, ces dépenses publiques, il faut les financer. Et enfin, j'ai mis à titre d'illustration, l'amortissement de la dette Covid. Alors ça, je le mets parce que personne n'en parle, voilà, et c'est important de le savoir. Heu, c'est dans la crise Covid, rappelez-vous, la mise en place annoncée par le président de la République du «quoi qu'il en coûte» et appliquée, par, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, à partir donc du mois de mars 2020, hein. Ce quoi qu'il en coûte, pour faire face à la crise Covid, hein, on avait vu qu'on avait financé, le chômage partiel, qu'on avait accordé donc, des aides aux entreprises, aux commerçants, artisans et aux PME pour qu'elles puissent, continuer, voilà, à vivre. Et puis 3, on avait accordé, des prêts garantis, aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à investir, à financer leur stock, à se maintenir. Bon, à l'époque, on avait chiffré ce surcoût de dette qui était lié, donc à la crise spécifique de la dette Covid à 165 milliards. Important. Voilà, hein, donc c'est ce qui nous avait permis, voilà, bah, de sortir, tout de suite en 2021 donc de la crise, voilà, et donc de retrouver de l'activité et que le chômage, voilà, continue de baisser alors qu'en 2019, on ne l'avait pas fait et donc il avait fallu 10 ans, pour, relativement s'en sortir et encore avec une dette qui finalement selon avait été beaucoup plus importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce surcoût de la dette, Covid, on le rembourse.
Ça a été annoncé dès le départ, hein, voilà. Ça fait 165 milliards qui ont été, mis dans le quoi qu'il en coûte et il est prévu de le rembourser, sur entre 2022 et 2042, sur 20 ans et donc bah, tous les ans, il y a, des sommes qui sont affectées dans ce remboursement. En 2022, c'était 1,9 milliard, en 2023, 6,6 milliards et en 2024, 5,7 milliards. Bon, je vous passe, le comment dire, heu, la les les détails, mais c'est une dotation qui est faite par la Caisse de la dette publique. Voilà, à partir des prévisions de surplus de recettes fiscales, voilà, qui alimentent cette somme. Donc la dette covid, donc c'est celle-là, si elle est remboursable, oui, on la rembourse. Voilà. Et puis, la dette sécurité sociale, oui, on la rembourse parce que à chaque fois qu'on a des revenus, on a cette fameuse CRDS, voilà, de 0,5% de nos revenus, qui a pour objet de rembourser notre dette sécurité sociale. Voilà. Alors, je voudrais donc terminer ces points, cette analyse, en examinant rapidement le budget de l'État. Alors, je voudrais donc examiner, le budget de l'État et je vais prendre les derniers chiffres connus, à savoir le projet de loi de finances pour 2023, donc, alors, on voit les dépenses et les recettes. Les dépenses, nous l'avons dit, autour de 500 milliards de dépenses de l'État et quand on regarde, la composition de ces 100 milliards de dépenses, l'essentiel, c'est le budget général de l'État, 431 milliards, mais ne pas oublier que, dans nos dépenses nettes, il y a 43 milliards du budget de l'État qui va financer donc les collectivités territoriales, à travers, la DGF, la dotation générale de fonctionnement et puis la DG, la dotation générale d'investissement. Une grande partie des ressources, des collectivités locales viennent de l'État, donc voilà, ça fait 43,7 milliards et puis 2 voilà, l'Europe, hein, pour 2023, l'État français a financé, 24,6 milliards au budget européen. Ça fait à peu près 1% de notre PIB, alors, oui, c'est important pour nous, mais au niveau de l'Europe, c'est pas beaucoup. Alors, sur ces 24,4 milliards, puisqu'on est dans l'année où il y a des élections européennes, heu, que la France finance. Après, elle va bénéficier de recettes et dans notre cas, c'est relativement équilibré, donc voilà. Et maintenant, avoir vu les dépenses, quelles sont les recettes? Et c'est là que on voit que nos recettes de l'État, 345 milliards, sont, très insuffisantes, par rapport, à nos dépenses. Alors, ces recettes, bah, c'est l'impôt sur le revenu, bon 86 milliards, c'est beaucoup, oui, mais par rapport aux dépenses. L'impôt sur les sociétés, à peu près 55 milliards, la TVA, bon pratiquement 100 milliards, bon et puis, d'autres recettes, voilà, heu mais malgré tout, 345 milliards de recettes par rapport à 500 milliards de dépenses, il y a donc un écart extrêmement important. Donc il y a un déficit, public, extrêmement important, qu'il faut financer et que, nous sommes obligés, amenés à emprunter. Alors maintenant, nous pouvons donc, examiner, voilà la question de nous pouvons analyser. Notre analyse, est-ce que notre dette de plus de 3 000 milliards, est-ce qu'elle est remboursable, sinon, soutenable? Je voudrais, donc,
Bah, examiner ces points. Première question, est-ce que notre dette, elle est remboursable? Alors, j'ai déjà, dans les chiffres qu'on vient d'énoncer, donné en partie la réponse. Voilà. Notamment la réponse, c'est que, pour un particulier, quand on rembourse, quand on emprunte, eh bien, il faut rembourser. Voilà, quand on est une petite entreprise, il faut rembourser, mais on voit que quand on est, un État en déficit, bon, que ça soit la France, les USA, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, en gros tous les États, comment, la plupart du temps, on rembourse sa dette, non pas en augmentant les impôts, hein, voilà, mais en réempruntant. Voilà, les mêmes montants et donc, on a vu notamment pour, cette année 2024, que, dans les 285 milliards qu'on va emprunter, il y en a 160 milliards qui sont, empruntés pour rembourser, voilà, des dettes qui arrivent à échéance. Voilà. Alors, est-ce que est-ce que c'est logique? Voilà, comment comprendre ça? Bah, tout simplement, c'est qu'une banque ne raisonne pas de la même façon, qu'on soit une personne physique ou une petite entreprise, ou que l'on soit une grande entreprise, ou un État. Si moi, particulier, j'ai 70 ans et que je veux emprunter, heu, pour m'acheter une nouvelle maison, une nouvelle propriété et que je veux emprunter sur 20, 25 ans, la banque, elle va se dire, bon, cette personne-là, elle a 70 ans, l'espérance de vie des hommes est de, 79, 80 ans, et donc statistiquement, au-dessus de 10 ans, la banque, prend un risque énorme. Voilà et donc elle me dira: «Non» parce que, voilà, un particulier mortel. Donc on peut prêter, on peut prêter qu'à ceux qui sont capables de rembourser. L'avantage de l'État, c'est que l'État est éternel et donc si on lui prête, voilà, s'il ne rembourse pas, et ben, il y a une continuité de l'État et donc voilà, c'est les suivants qui pourront rembourser ou qui pourront renégocier. Ça c'est toujours fait, hein, depuis des siècles. Voilà. Bon, alors est-ce qu'il faut, exagérer? Non, parce qu'après, à un moment donné, c'est plus soutenable, hein, voilà, on va le voir. Alors, dans cette idée où finalement je dis que c'est pas remboursable, je voudrais quand même, nuancer mon propos. Nuancer mon propos à 2 niveaux. Un, j'ai parlé du surcoût de la dette covid de 165 milliards. Celle-là, on la rembourse, hein, donc en trouvant des ressources spécifiques. 2, pour la sécurité sociale, hein, la maladie, la retraite, même aussi, il y a aussi le chômage. Voilà, donc qui étaient déficitaires, qui ont plombé, qui plombent encore, notamment cette année, l'assurance maladie, voilà, nos comptes. Il y a un financement spécifique, la, CRDS, qui permet de rembourser. Mais par contre, sur la dette de l'État, heu c'est la plupart du temps, voilà, on comment on rembourse? En réempruntant. Alors, la question que je pose, si les dettes des États sont remboursées en souscrivant de nouvelles dettes, est-ce qu'on peut s'endetter à l'infini? Hein, ce serait, ben non, non, voilà. Pour emprunter, il faut que la dette soit soutenable et c'est la question importante, voilà, de la soutenabilité de la dette. Alors, eh ben, on va examiner maintenant cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que la soutenabilité de la dette? Alors, c'est pour qu'une dette soit soutenable, il faut pouvoir stabiliser son encours
en pourcentage du PIB. Alors, il faut plus que la dette augmente, en tout cas en pourcentage. Alors, si on prend, j'ai donné la définition qui est retenue par le Fonds monétaire international. La définition de la soutenabilité du Fonds monétaire international, c'est que la situation des finances publiques peut être considérée comme soutenable si l'État est capable d'honorer ses obligations présentes et futures. Obligations présentes capables de rembourser, hein, quitte à emprunter, voilà, aujourd'hui, voilà, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, hein, est-ce qu'on sera encore capable de le faire, hein? Voilà, donc c'est pas simplement les obligations, donc présentes, mais aussi futures, on anticipe. Donc est-ce que l'État est capable d'honorer ses obligations présentes et futures en menant des politiques économiques qui sont faisables? Faut, qu'elles soient, heu, qu'on puisse les mettre en œuvre et surtout politiquement réalistes. Parce que quand on va faire des, réformes, des, limitations de dépenses, de déficit, est-ce que la population va augmenter? Est-ce que la population, voilà, va accepter? Hein, la soutenabilité, c'est aussi ça, hein, c'est pas simplement avoir aussi des bons chiffres aujourd'hui, de prévoir, des bons chiffres demain. Encore faut-il qu'on puisse le faire. Voilà, et sinon, voilà, bah, c'est pas soutenable et donc si c'est pas soutenable, ben, on nous prête difficilement de l'argent et là, ça peut se comprendre. Alors, donc il faut donc que les créanciers ne doutent pas de sa capacité à emprunter pour pouvoir toujours rembourser ses dettes anciennes et financer son déficit. Hein, bah, c'est ce qu'on a vu, hein, lorsqu'on emprunte, une partie, c'est pour rembourser les dettes, anciennes, hein, donc c'est l'amortissement de la dette, c'est les dettes, anciennes qui arrivent à échéance, on emprunte pour les rembourser et puis, bah, il y a, toutes les, dettes, tous les déficits en cours, hein, de l'année, puisque au cours de l'année, on a, dépensé plus qu'on a de recettes, puisqu'on a prélevé d'impôts et ben là, il y a aussi faut financer. Donc faut financer à la fois, le déficit de l'année et puis les dettes anciennes qui arrivent à échéance. Alors, c'est ça la soutenabilité. Donc il faut que nos créanciers, voilà, aient confiance. Parce que si nos créanciers n'ont pas confiance, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appliquer une prime de risque. Une prime de risque, bah, tout simplement, ils vont se dire: «Cette personne à qui je prête, si j'estime qu'à 100 je suis sûr de récupérer l'argent que je lui prête, dans 9 ans, je récupérerai cet argent». Je lui prête au taux du marché, disons à 2. Maintenant, si cette personne qui m'emprunte de l'argent, je sais qu'elle a des difficultés financières, qu'elle mène une politique économique qui fait qu'elle aura des difficultés et donc j'estime que, à 80 je risque de récupérer cet argent. Donc j'ai un risque de 20 de perte. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui prête, OK, je veux bien lui prêter, mais je vais être dans une situation dans laquelle ma rentabilité, voilà, à qui je prête, cette personne où il y a un risque, soit la même que la personne sans risque et donc, bah, je vais appliquer une prime de risque. Je vais lui prêter plus cher, et bah, pour financer le risque que je prends. Ce qui veut dire que, hélas, plus moins je suis soutenable, heu et plus, ça va me coûter cher et puis à la limite, le pire, c'est que, un État, qui est au bord, de la faillite, eh ben, je suis amené à lui prêter de plus en plus cher et quelquefois, cette situation, voilà, peut le faire sombrer. Mais c'était prévisible, hein, c'était anticipé. Alors, on voit bien que dans cette question de la soutenabilité, cette capacité à rembourser,
que le taux d'endettement actuel, en fait, importe peu. On le voit, l'exemple du Japon, hein, c'est l'exemple important, l'exemple du Japon, hein, le taux de la dette, le taux d'endettement du Japon, c'est du 100. Voilà, et le Japon, arrive correctement à se refinancer, bon, il faut dire que le Japon, heu il emprunte surtout sur le marché intérieur, il emprunte relativement peu sur les marchés étrangers, ce qui fait que ça lui donne une certaine assurance. Voilà. Les USA, alors les USA, eux, ils sont à un taux d'endettement de 150. Depuis 50 ans, ils font marcher la planche à billets, ils font du déficit, les gouvernements, républicains, le plus souvent, ils baissent considérablement, les impôts. Oui, mais tout en maintenant les dépenses, publiques et notamment les dépenses d'armement, et donc ça creuse le déficit, et donc ils endettent, et donc, bah, ils ont un déficit record de 150. Mais, ils arrivent, facilement quand ils placent des dollars, sur les marchés, que ce soit les Chinois, que ce soit les pétrodollars, ou même que ce soit, des capitaux européens. Ils arrivent facilement à se refinancer parce que ils ont la chance, les Américains, que leur monnaie, le dollar, soit la monnaie internationale, et que, voilà, on achète du dollar, hein, parce qu'on en a besoin pour faire des transactions, et de ce fait, eh ben, en achetant du dollar pour faire des transactions, ben, on finance leur déficit. Alors, France 110, hein, bon, c'est important. Italie 135. Alors là, c'est un peu plus difficile que la France, et puis je rappelle, l'Allemagne qui est autour de 60. L'Allemagne qui gère bien, donc voilà, qui n'est pas trop endettée, et on l'avait vu, qui avait, réussi à partir de 2010, hein, donc à maîtriser, voilà, son taux d'endettement, alors que nous en France, on n'avait pas su le faire. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est: quelles sont les conditions pour que l'endettement public soit soutenable? Quelles sont les conditions par lesquelles nos créanciers vont examiner? Comment les agents de notation, quand elles vont se faire, un avis sur la situation, quels sont les éléments qu'elles prennent en compte? Alors, je vais énoncer un certain nombre de conditions. Voilà, heu alors, la plupart de ces, conditions, elles sont relativement cumulables, mais on peut les prendre séparées, et puis la dernière condition que je prendrai, c'est celle qui fait la synthèse, celle qui est importante. Alors, comment faire en sorte que la dette d'un pays soit soutenable? Alors, plusieurs solutions. La première solution, assez évidente, la dette doit être au moins stabilisée en pourcentage du PIB. Bon, c'est le cas de la France. Notre dette, est remontée, voilà, en 2020 à 115. On se situe à peu près autour de 110. On arrive, voilà, à stabiliser, notre dette, autour de 110. Ça, c'est la première condition. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer nos créanciers? Non. Alors, il y a une deuxième condition qu'on qu'on retrouve dans la littérature, c'est que le rapport de la charge d'intérêt au PIB ne doit pas dépasser la moyenne des 20 dernières années. Bon, heu, oui, bon, c'est une condition que je cite parce qu'elle existe, mais elle n'est pas déterminante. Alors dans le cas de la France, ça marche puisque, ce que le poids, de notre charge d'intérêt par rapport au PIB est à peu près, de 1 en ce moment, est remonté à entre 1,5 et 2 du PIB. C'est ce que l'on avait, avant les années 2010. Bon, c'est encore le cas.
Voilà, mais attention, hein, attention parce que si le taux d'intérêt, continue à augmenter, là, ces conditions, hein, cette remontée des taux d'intérêt, voilà, causerait problème parce que effectivement, cette charge d'intérêt augmente encore les charges de l'État. Alors, troisième condition, pour que la dette soit soutenable, il faut que le déficit public doit lui-même être stabilisé en pourcentage du PIB, quel que soit le taux d'intérêt. Oui, mais quel déficit public? Bon, on l'a vu dans les chiffres, hein, on a vu notamment notre programme de stabilité budgétaire, c'est que tous les ans, pour l'instant, notre déficit public qui est de 5% du PIB, on doit le ramener à 2,7% en 2027. Donc là, oui, hein, non seulement, voilà, on le stabilise, mais on le diminue. Alors pour autant, à quel niveau de stabilisation, hein, voilà? Est-ce que 2,7 c'est bien, c'est suffisant? Pas forcément. On discutera de cette condition. Voilà. Alors, quatrième condition, c'est que la croissance des dépenses publiques en volume doit être inférieure à la croissance de l'activité. Alors, oui, ça c'est une condition importante. Alors, dans les schémas, on avait vu que notre dépense publique ces dernières années, notamment cette année, était ramenée à 0,7%, hein, voilà, de hausse des dépenses publiques pour cette année, alors que le taux de croissance sera autour de 1, 1,5. Donc, ça, c'est absolument nécessaire que nos dépenses publiques augmentent moins rapidement que le PIB. Hein, voilà, si on était amené à faire l'inverse, voilà, là, ce serait catastrophique. Donc, on le fait, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant, hein, voilà, il peut y avoir des accros. Alors, cinquième condition, il faut que les taux d'emprunt pour l'État restent inférieurs à la croissance nominale de l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on emprunte en ce moment à 3%. La croissance nominale de l'économie, alors c'est la croissance, en valeur, hein, qui tient compte de l'inflation, pour, cette année, pour l'année 2024, où on avait 1% de croissance, un taux d'inflation, qui était de 3%, ça faisait 4, c'est supérieur, à 3, donc c'était bon. Pour cette année, pour 2024, le taux d'emprunt, sera autour de 3-3,5, voilà, et puis taux de croissance de l'économie, ça sera, à peu près 1%, 1,5 plus un taux d'inflation, de 2,5, ça va encore. Voilà. Donc voilà, hein, un ensemble de conditions pour que nos dettes soient soutenables. Mais néanmoins, la bonne formule, hein, pour, examiner la soutenabilité de la dette publique, c'est c'est ce que je veux développer maintenant, qui s'inspire un petit peu des conditions que j'ai données précédemment, c'est d'examiner la trajectoire de la dette publique et des ratios d'endettement. Alors, il faut une formule importante, hein, voilà, c'est celle qui utilise les agents de notation, hein, pour savoir si voilà, c'est bon ou c'est mauvais. Tout simplement, c'est que les taux d'intérêt réels, donc voilà, taux d'intérêt réel, donc sans tenir compte d'inflation, moins le taux, il faut que le taux de croissance du PIB, hein, donc on compare le taux d'intérêt et le taux de croissance du PIB, donc l'écart, il doit être inférieur, bon, multiplié par le taux d'endettement, il doit être inférieur au solde budgétaire primaire. Alors, on voit que
cette, cette formule qui est essentielle, que notre trajectoire des dépenses publiques dépend de 2 variables. La première, c'est le solde budgétaire primaire. Alors le solde budgétaire primaire, c'est, le déficit de l'État diminué du montant des intérêts payés sur la dette, hein. Donc là, quand on examine donc le déficit, voilà, budgétaire, voilà, eh bien, on enlève donc le montant des intérêts payés et on a notre solde budgétaire primaire. Donc voilà, on prend le budget que tout à l'heure nous avions, hein, on enlève le montant des intérêts et on a notre solde budgétaire primaire. Voilà, ça serait le 1er point, l'élément, déterminant, hein, donc c'est le solde budgétaire, voilà, non pas total, mais primaire, hein, sans tenir compte donc des intérêts payés. Et puis le 2e élément, c'est l'effet boule de neige de la dette. C'est-à-dire, l'effet boule de neige de la dette, c'est quand il y a un cumul entre la dette à rembourser qui augmente, et puis les intérêts à payer qui augmentent. Voilà, et donc, bah, cet effet boule de neige dépend de l'écart entre les taux d'intérêt réels, hein, voilà, bon, et le taux de croissance du PIB. Voilà, donc c'est un peu la formule que l'on l'a vu tout à l'heure, multipliée par le taux d'endettement. Alors, si on applique cette formule qui est essentielle pour comprendre la soutenabilité de la dette, voilà, là voilà, on calcule le solde budgétaire primaire rapporté au PIB, on a un pourcentage et il faut que, ce solde budgétaire primaire soit supérieur au comment dire? Au au ra à la différence entre le taux d'intérêt réel et le taux, donc et le taux de croissance multiplié par le taux d'endettement. Voilà. Donc ça veut dire que le solde budgétaire primaire doit compenser l'effet boule de neige de la dette, hein. Important, l'importance du déficit primaire. Alors, examinons, voilà, 2 cas. Alors, la situation 2 cas, première situation, prenons un taux d'endettement 210. C'est ce qu'on avait, hein, l'an dernier, il y a 2 ans. Taux d'intérêt réel négatif, c'est ce qu'on avait, en 2020, en 2021, puisqu'on a vu que les taux avaient commencé à augmenter à partir de 2022. Alors les taux d'intérêt réels, hein, étaient négatifs, moins 1. Donc quand on empruntait, à 1 ou 2, vous enleviez le taux d'inflation, voilà, ça faisait des taux d'intérêt réels négatifs, hein. Donc quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, bah oui, c'est extrêmement intéressant, d'emprunter parce que, ce que vous remboursez, ça l'argent vous en gros, vous coûte moins cher, voilà. Croissance potentielle de l'économie, 1,5. C'est à peu près le taux de croissance que l'on avait, donc après, l'effet reprise, de la de la Covid. Alors, si on applique la formule moins 1 de croissance, de taux d'intérêt, moins 1,5, ça fait 2,5 multiplié par le taux d'endettement, soit 10, ça fait, on obtient moins 2,5. Ce qui veut dire que à partir du moment, où notre déficit primaire, ne dépassait pas, 2,5, bah, notre dette, voilà, pouvait être stabilisée. Hein, donc il fallait obtenir un taux, de 3 du déficit primaire, ce qui veut dire que quand, vous ajoutez à peu près 1 ou 2 d'intérêt, de charges d'intérêt, ça vous fait, un déficit public de 4 4 à 5. Avec, 4 à 5, et ben, vous arrivez, voilà, à éviter l'effet boule de neige, à stabiliser votre endettement, voilà.
c'est ce qui se passerait, voilà, c'était la trajectoire, que l'on avait, depuis, 2017, hein, voilà, jusque en 2021 et puis voilà, une nouvelle situation, voilà, situation 2, hein, situation prévue, voilà, à partir de, 2022, un taux d'endettement, voilà, autour de 110, bah, des taux d'intérêt réels en hausse, hein, plus 1%, hein, alors que les taux d'intérêt étaient négatifs, ah bah, là, les taux d'intérêt réels sont positifs, plus 1%. Alors oui, ce qui fait que quand vous empruntez, à 3-4 vous enlevez, l'inflation, bah, ça vous fait, vous voyez, des taux réels d'à peu près 1%. C'est la situation actuelle et puis la croissance anticipée, eh ben, on est, sur des taux de croissance anticipés, plus modestes, hein, autour, de 1%. Voilà, bon, alors des fois, on est, 1,4, voilà, bon, 2023, on a fait, 0,9, hein, voilà, bon, cette année, on espère 1,4, 1,5, on aura peut-être 1,2, 1,3, voilà et puis donc on est plutôt, vous voyez, sur des taux c'est des croissances anticipées, voilà, plus faibles. Alors, appliquons la formule, vous voyez, plus un moins plus un, ça fait zéro. Conséquence, voilà, il faut avoir non plus un déficit primaire, mais il faut maintenant avoir un surplus, hein. Donc il faut, voilà, il faut avoir un surplus, primaire. Ce qui veut dire que quand, en 2027, et c'est ça ma crainte, on prévoit un taux d'endettement du déficit de 2,7. Est-ce que ce taux de 2,7 sera suffisant? Pas forcément, parce que si vous appliquez, heu, un taux d'inflation, si vous appliquez, le remboursement, des taux d'intérêt autour de 1,5, bon, il reste 1,5. Il faut donc que l'inflation soit très faible. Vous voyez, là, on est juste, hein, voilà, en 2027, on est à la limite, hein, voilà, à savoir que, que, notre déficit primaire, voilà, plutôt, il faut un surplus primaire pour compenser l'écart entre taux d'intérêt et croissance. Voilà et ça explique pourquoi on est, au bord du gouffre, comme je l'ai dit, parce que un, si on est les taux d'intérêt, on ne peut pas, hein, ils sont, fixés, par le marché au niveau mondial. Le taux de croissance, c'est pareil, hein, ça dépend de l'activité, du commerce mondial. Notre marge de manœuvre, voilà, est plutôt faible. Alors même si effectivement on peut agir et puis, il faut réindustrialiser, mais pour réindustrialiser, ça va mettre du temps, hein, donc ça, c'est pas efficace. Voilà, donc la seule chose que l'on peut, maîtriser, c'est notre déficit. Il faut absolument, voilà, avoir un surplus de déficit primaire. Ce qui veut dire qu'il faut que notre déficit soit fortement diminué, hein. Il faut vraiment, vraiment être en dessous des 2,7. Voilà. Si on n'est pas en dessous des 2,7, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est pas l'Europe qui nous l'impose. Alors évidemment, les mauvais, esprits vont dire: «Ah oui, c'est, l'État, c'est l'Europe qui nous impose d'être en dessous de 3. Oui, bah, l'Europe nous le dit, mais vous voyez mes calculs, c'est pas l'Europe ici, hein, voilà, c'est, est-ce qu'il y a un effet boule de neige de la dette? Alors, si on est capable en 2024, 2025, 2026 de contrôler l'évolution de nos dépenses publiques, d'arriver à ce que nos dépenses publiques augmentent, diminuent à peu près de 10,
15-20 milliards par an, tous les ans, on y arrivera. Voilà, et on arrivera à sortir de cette impasse et puis, après, on arrivera correctement à financer, hein, notre transition énergétique parce que, je l'ai dit, ça sera la partie suivante, hein. Il y a des moyens, hein, de financer mais autrement que par, le déficit. La transition énergétique qui va nécessiter des investissements considérables. Oui, on peut le faire, mais si on n'est pas capable d'imposer et les Français ne sont pas capables d'accepter ces dépenses publiques, ben là, dans ce cas-là, on ne pourra plus financer la dette, hein, voilà et donc bah, je sais pas ce qui va se passer. Voilà, ou en tout cas, si je le sais, mais je préfère me voilà, me le cacher. Voilà. Alors, donc positif, à condition, hein, de faire les efforts nécessaires. Voilà, il faut absolument, sortir de cette addiction à la dette. En sommes-nous capables? Oui, peut-être. Voilà, il faut le faire accepter. En tout cas, il faut bien l'expliquer, hein. C'est pas l'Europe qui nous l'impose, non, c'est tout simplement, les conditions, l'importance de nos dettes. Pendant 50 ans, on a augmenté la dette, ah ben maintenant, je dirais pas qu'il faut payer. Je dirais que maintenant, il faut faire attention et c'est pas ceux qui pendant 50 ans, voilà, ont augmenté, voilà, gauche, droite, les les dépenses publiques, augmenté les déficits, bah, qui sont en état maintenant de nous faire la morale. Voilà et bon, donc j'ai terminé pour, l'évolution, donc de cette gestion de la dette dans un cadre européen. Ma dernière vidéo, sera, voilà, puisque notre endettement est important, puisqu'on ne peut plus recourir à la hausse de la dette et puis augmenter les impôts, freinerait, l'activité et donc ruinerait donc l'effort de redressement, de réindustrialisation, de création d'emplois, voilà. Il faut trouver des solutions, voilà, pour financer ces besoins et donc ma dernière vidéo que je mettrai, alors un petit peu en ligne parce que je pars, en vacances, en Inde, voilà, mais je le ferai après. Ça sera sur, la finance verte. Voilà, merci.